Salut à tous et bienvenue dans le live 24 sur le compte War Thunder France, c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver quelques jours après une draft mouvementée et surprenante pour OKC, vous l'avez peut-être vécu avec nous en direct, draft que l'on va débriefer avec Constant. Constant, comment ça va? Est-ce que tu as récupéré un peu de sommeil depuis cette nuit de la draft là? Ouais, bah, j'ai récupéré du sommeil, j'ai pris des pastilles pour la gorge aussi, parce que la draft, ça a été, pour ceux qui l'ont pas vécu, très honnêtement, C'était- nous on a passé un super moment. Je sais pas si pour ceux qui l'ont regardé, je sais même pas si toi Pierre t'as passé un super moment, J'ai ou si les gens rigolé, qui étaient avec j'ai nous bien rigolé, ont ouais. passé un super moment. En tout cas, moi j'ai passé vraiment ma meilleure soirée à prévoir les pits, à aussi un P- peu me foutre de la gueule des nets en et à scred. péter des câbles aussi souvent. C'est ça qui vous a À fait péter des beaucoup câbles, rire. mais en même temps, tout le monde a un petit peu pété des câbles, et au final, tu te rends compte que on est tous du même avis 2 jours plus tard. Oui, c'est Mais ça. très content de vous retrouver pour ce nouveau live. Oui, j'ai dormi. J'ai quand même écrit un autre article hein, entre le moment où il y a eu la draft et le moment où je suis allé enfin me coucher, mais ouais, très content de vous retrouver et on est un peu reposé là, ça y est. Donc merci déjà à tous ceux qui étaient là lors du live. On était très nombreux, ça fait vraiment plaisir, ça nous pousse encore à faire de ce genre d'événement. Et je vois que tout le monde nous remercie aussi, donc c'était un vrai plaisir de partager avec vous. Merci d'être là encore une fois. Donc comme vous le savez, bien entendu, on va parler de cette draft, on va compléter un peu notre couverture de la draft, puisque si vous n'avez pas suivi après le live, donc Constant, comme vous l'a dit, a sorti un article recap le vendredi, on a sorti un scouting report de Guidi aussi le samedi. On avait déjà fait, enfin pour le coup c'est Constant qu'ils avaient fait ceux-là en plus, là c'était full Constant. Les scootings de Treman et de Robinson Earl. Et on finit aujourd'hui ce débrief final de la draft avec ce live. Donc tout le contenu est sur notre site, allez voir ça si vous n'avez pas vu, mais ça m'étonnerait. Constant, aujourd'hui, hein, on va revenir avec un peu plus de recul sur ses choix, notamment les mouvements Ouais. aussi du Thunder à la draft. Simplement pour commencer, 3 jours après, comment tu te sens vis-à-vis de cette draft, j'ai envie de dire globalement? Est-ce que tu es satisfait ou pas du tout? Satisfait, ouais, c'est le bon mot, satisfait. Sans trop rentrer dans le détail, je trouve que, comme je l'ai dit dans l'article, et ça on aura peut-être l'occasion d'en parler quand on évoquera un peu plus dans le détail Guy, mais on s'attendait à quelque chose. On a été conditionné à ce que ce soit James Bouknight, soit Jonathan Kuminga qui soit sélectionné avec le pick 6. C'est pas arrivé, donc réaction typiquement humaine quand quelque chose se passe pas comme t'as prévu, bah t'es énervé et t'es déçu. Ce qui est notre cas, hein. Franchement, vous avez juste à regarder la séquence où Pierre découvre que Guidi est sélectionné Je par Thunder et bloque, ma je tronche. bloque. Et ma réaction aussi en live, franchement, on était tous les deux pas très en forme. Donc voilà, mais je trouve que 3 jours plus tard, avec du recul, en faisant l'article sur Guidi aussi, qui m'a permis d'avoir un échantillon encore plus grand de ce que j'avais vu de lui précédemment, je trouve en fait que les 3 picks sont très très bons. Que ce soit Guidi, que ce soit Treman, que ce soit JRE, je trouve ça que c'est une bonne draft. Alors c'est peut-être pas la draft à laquelle on Pas du s'attendait. tout. J'ai vu des gens nous dire que on était les perdants de la draft. Ah bon? Voilà, il y a des gens qui considèrent que on est au même niveau que Sacramento, alors que les Spurs ont pris Josh Primo en 12, alors que les Pacers ont pris Chris Duarte et Isaiah Jackson, alors que voilà, enfin je peux vous citer plein d'autres équipes qui pour moi ont fait une moins bonne draft que nous, mais bon, chacun son avis. Après, moi je trouve que ouais, d'un point de vue personnel, je suis satisfait de cette draft, les joueurs me plaisent. Il y a que le pick 16 où on en reviendra, où j'ai pas d'avis, ou plutôt j'ai un avis qui change au fur et à mesure du temps, mais ouais, satisfait. De toute façon, vu la draft que ça a été, tout ce qui a fuité, même tout ce que pensaient les insiders était plutôt faux. Il y a eu plein de surprises, plein de joueurs qui sont descendus, plein de joueurs qui sont montés. Quand on voit un Sharif Cooper qu'on avait très haut, qui finit en second tour à Tout le monde. Atlanta, enfin, il y a eu plein de trucs assez improbables. Même Primo, par exemple, on aura l'occasion d'en parler, qui était bien plus haut que prévu. Ouais, il y avait plein d'écrans de fumée, voilà, donc c'était très dur à juger. Moi aussi, j'ai été surpris, un peu choqué au début. Et en fait, quand tu fais, après un débrief de ce qui s'est passé, que tu réfléchis, que tu vois les rumeurs qui sortent, que tu as un peu les trucs post-mortem, en gros, de la draft, où on t'explique pourquoi, comment, qu'est-ce qui allait se passer. Post-mortem. Ouais, ils ont dit, il y a, je sais plus qui appelle ça, son article post-mortem de la draft, tu vois, c'est assez drôle. Tu vois, c'est assez, tu te rends compte des choses et tu te rends compte que tu avais beaucoup d'idées fausses. C'est un truc qu'on a parlé beaucoup avec Alan, où en fait, toute l'année, on nous fixe des trucs dans la tête qui sont plus ou moins vrais parce que les gens ont des idées là-dessus. Par exemple, nous, on disait que Sam Veceni avait des trucs un peu spéciaux dans sa mock draft.
mais parce que lui n'était pas fixé sur les mêmes choses que les autres en fait. Mais tu te dis, ben, typiquement toutes les franchises NBA ont différentes façons de scouter, ne scoutent pas de la même façon que les insiders, et ça s'est vu grandement lors de cette draft-là. Donc maintenant, pour juger cette draft-là, il faudra attendre de voir ce que ça donne sur le terrain. Globalement, ce qui est quand même ressorti, et des confs de presse on s'y attendait, c'est que Presti a pris des gars qui fitaient bien à Oklahoma, des gars travailleurs, des gars, voilà, des gars de l'Oklahoma qui pourraient habiter là de base. Et c'est ce qui est ressorti aussi, c'est peut-être qui pourrait expliquer certains choix qui correspondaient moi aussi. Ça, je pense que c'est important de le mentionner. Je pense qu'on le mentionnera plusieurs fois, je pense, dans la suite pour expliquer certains choix, je crois. Ouais, bah oui, bah, t'as bien résumé. C'est globalement des joueurs assez humbles, avec une éthique de travail même supérieure à la plupart des rookies qui ont été draftés cette saison, des joueurs jeunes, intelligents. Ouais, c'est encore une fois, ça, on pourra en parler, mais c'est encore une fois des choix qui sont dans la continuité de ce que fait Presti depuis 1 an et demi. C'est ça. Et on va commencer, bien sûr, on va faire ça dans l'ordre chronologique. On va parler de Josh Giddey, le choix 6 d'OKC. Bon, la plus grosse surprise peut-être de la soirée, effectivement, parce qu'on l'attendait Pour un nous, petit peu plus oui. bas. C'est un profil assez atypique que je vais te laisser présenter ensuite pour ceux qui n'auraient pas eu l'article ou que je vais te laisser résumer un petit peu. Mais c'est l'un des joueurs les plus jeunes de la draft, parcours international atypique, le deuxième plus jeune, voilà, avec Primo, je crois le premier. Ouais. Parcours atypique à l'international. Il y a un facteur antécédent qui correspondait bien au Kessie. Donc sa sœur qui a joué Oral Roberts à Tulsa, ses parents qui sont basketteurs pro en Australie, etc. Presti a d'ailleurs... Tu me dis de faire son profil et en fait tu le fais à ma non, place. mais non, je te laisserai le jeu. Tu coupes la parole à je te laisserai principal. décrire son jeu. Là, je te fais les antécédents familiaux, j'ai envie de dire. D'ailleurs, Presti a avoué qu'il s'était bien plongé dans son jeu quand il était dans la bulle de J-League l'année dernière. Il devait avoir que ça à faire en quarantaine. Non, il est parti. Non, c'est pas il est parti. Non, c'est pendant la bulle de Il J-League. allait Oui, voir parce qu'il a et- fait l'isolement. Voilà, il a fait du l'isolement, coup. c'est exactement ça. Il a Et fait du la coup, il s'est quarantaine. tapé les matchs de Giddey. Ouais, c'est exactement ce que je viens de dire. Merci, Constant. Non, mais je pensais, il y avait un truc, tu vois, il était genre allé en Australie pour le voir, et du coup, il avait fait une quarantaine, mais c'est moi qui avais mal lu le tweet parce que c'était en rapport avec la bulle de J-League. Et comme la franchise dans laquelle a joué Giddey en Australie, qui sont les Adéalides 36ers, je crois, oui, 36ers est une équipe qui est affiliée aux 76ers de Philly en NBA, je me dis que, tu vois, potentiellement, il aurait pu traîner du côté de la bulle de J-League, mais c'est pas le cas. Dommage qu'il fasse pas la Summer League, normalement il l'a fait. Si j'ai Si, il l'a fait, loupé c'était une annoncé. info, il l'a annoncé ça dès sa draft d'ailleurs. Donc, Non, il l'a fait. il l'a C'est fait. beaucoup qu'il l'a C'est fait. beaucoup Quoi, qu'il mais, l'a fait pas, effectivement. Constant, parle-nous un petit peu de son jeu. Je finirai juste par dire que vous l'avez vu sur les photos, Giddey est immense pour un meneur. Il doit faire 2,6 m maintenant. Il a dû finir de grandir un peu. Et il sera intéressant de voir comment il est utilisé dans le futur, mais je te laisse parler de ça. Ouais, alors Guidi, bon, déjà tu m'as gâché une partie de mes arguments en fait qui fait que j'aime bien Guidi, c'est parce que famille de basketteurs en fait. Famille de basketteurs, le père est, comme tu l'as dit, le père et la mère ont été professionnels en Australie, la sœur fait carrément la fac en Oklahoma actuellement en plus de faire du basket, donc les liens en fait étaient déjà tous là sans même que nous on s'en aperçoive. Tu vois, ça c'est des trucs genre, est-ce que t'as vu hormis le moment où Giddey a été drafté, est-ce que tu as vu un insider d'OKC dire la sœur de Giddey fait sa fac actuellement à Tulsa en Je sais Oklahoma? pas si c'était bien sorti avant. Je sais pas si dans le guide de VCNI il le mentionnait ça. Je suis pas sûr. Donc ouais, c'est peut-être pas. Vérifier, mais en tout cas, ça a été très peu mentionné. Moi, je m'en suis rendu compte du fait que la sœur était à Tulsa. Toi, tu nous en as parlé pendant le live de la Ouais. draft qu'on a fait parce que la news est sortie. Par contre, le fait que le père est basketteur et que la mère Ça, on était savait, basketteuse pro aussi, bah, moi je le savais pas. Moi je l'ai découvert pour le coup vraiment en faisant mes recherches pour l'article, enfin le scouting report sur Giddey, qui globalement a été apprécié. Donc ça, je vous remercie aussi pour le retour sur l'article sur Giddey, puisque ça vous a permis notamment en fait d'arrêter de le critiquer et de se rendre compte vraiment du joueur qu'il est. Parce que j'ai vu beaucoup de gens critiquer Giddey, et au final, quand tu leur poses la question est-ce que tu l'as vu jouer, ils me répondent non. Donc bon, moi je veux bien qu'on critique les joueurs, hein. J'ai pas de problème avec le fait que les gens peuvent considérer que Giddey est peut-être pas un bon choix, mais critiquez-le au moins en ayant regardé le joueur. D'un point de vue purement du joueur, j'adore le profil. Vraiment, j'adore le profil. Je l'ai dit quand on a fait le live draft. C'était un joueur qui montait très très haut dans mon estime et dans mon appréciation ces derniers jours,
parce que vraiment le profil est vraiment, j'adore le profil. Un meneur qui est extrêmement bon à la création, que ce soit sur demi-terrain ou sur transition, qui vraiment a une vision de jeu qui est incroyable, qui va faire des outlet passes de malade, qui va vous servir des pivots. Bon, c'est dommage, on n'a pas de pivot, et qui va vous servir des pivots à la perfection à l'intérieur, des entry passes qui sont folles. C'est le meilleur passeur Et de en la draft. fait, Moi, je pense concrètement que c'est le meilleur passeur. non, c'est Sharif Cooper. Ah, je pense que je le mets au-dessus Guidi parce que de par sa taille, il a des angles que Cooper ne peut pas avoir. Tu vois? Pour moi, ça reste quand même Sharif Cooper. Mais après, voilà, Sharif Cooper, il était à 52% d'assist pourcentage quand même du côté d'Auburn la saison dernière, donc c'est pas non plus rien. Mais bref, ça peut se débattre. Voilà, en tout cas, c'est un excellent passeur. Tu vois, là pour le coup, je te rejoins. Guidi est meilleur passeur sur demi-terrain que Sharif Cooper. De Veceni, quand il a fait son classement des meilleurs joueurs en fonction de chaque registre, il te met Jalen Suggs meilleur passeur sur demi-terrain que Josh Giddey. Toi, tu as fait le profil de Suggs, moi j'ai fait le profil de Giddey. Je pense que Giddey est largement meilleur créateur que Suggs sur demi-terrain. Disons que quand t'as Kispert et Drew Timme pour te sanctionner ça en NCAA et que t'es une équipe qui gagne de 40 tout le temps, c'est pas comme jouer en Australie avec des pros, c'est pas la même chose. Et je pense Voilà. que Giddey a une meilleure vision de jeu. C'était mon point. Un point sur lequel on ne peut pas ne pas évoquer quand on parle de Josh Giddey, c'est que c'est le deuxième joueur le plus jeune de toute la QV. On parlait de Jonathan Kuminga, ils ont 4 jours d'écart, Giddey est du 6 octobre, Jonathan Kuminga est du 10 octobre. Donc vraiment, un joueur jeune qui a fait un processus hors NCAA, un petit peu comme Kuminga aussi. Il faut souligner que Josh Giddey a joué avec des pros. Et il n'a pas joué avec des pros de G-League qui sont, entre guillemets, des joueurs dont tu ne veux pas en NBA. Il a joué avec des pros en Australie. C'est un choix, alors qu'il avait... c'est un choix voulu d'ailleurs parce qu'il avait potentiellement accepté des offres de fac et qu'il a choisi ensuite d'aller en Australie. Il a accepté l'offre de Colorado, si je dis pas de conneries. Il avait accepté de s'engager du côté de Colorado et au final, il a dit il a préféré jouer en Australie. Il a joué avec des professionnels à 17 ans. Et un autre point aussi qui me fait, tu vois, ça quand on évoquera son poste, Josh Giddey, cette année, il en a parlé en conf de presse hier, il n'a pas joué avec un meneur de toute l'Australie. Ouais. C'était lui le meneur. Tout le temps. Donc voilà, c'était lui le meneur tout le temps. Il a joué un échantillon qui est équivalent à des freshmen NCAA, comme je l'ai dit, trentaine de matchs avec une trentaine de minutes jouées par match. Et le joueur, après, je trouve que c'est un passeur d'élite, vraiment un passeur d'élite. Un petit peu, pas au même niveau, je sais pas s'il est au même niveau, mais dans le registre à la passe, il est quand même sensiblement ressemblant à la Melo Ball, tu vois. En plus, il y a quelques ressemblances parce que le parcours est le même, parce que le joueur était jeune aussi. Bon, après, la comparaison s'arrête là, mais je trouve que son jeu à la création est excellent. Il est capable de driver, il est capable de finir main gauche, main droite. Il a un petit bout. Non, il n'a pas un petit bout, il a un shoot qui est encore perfectible, mais il a un shoot qui est correct à mi-distance. Surtout qu'il a la quantité pour. Après, le vrai problème, c'est dans son shoot extérieur et sa défense. Ah, ça, pour le coup, j'en ai parlé dans l'article. Le handle est un défaut, mais c'est un défaut plus léger parce qu'il est largement perfectible et il n'est pas si dégueulasse comparé à un Jonathan Kuminga par exemple, surtout qu'il a 18 ans, donc voilà, il a largement le temps de le parfaire. Après, le shoot extérieur, quand tu es à 29% à 3 points cette saison, quand tu es à 69% lancé, c'est pas très encourageant. Il y a des problèmes de gestuelle, il y a un vrai problème de gestuelle au niveau du footwork, au niveau du moment où il reçoit la balle. Après, comme je l'ai dit dans l'article, pour moi, son shoot extérieur, il y a vraiment... En catch and shoot, je pense qu'il sera capable de sanctionner en pull-up, ça sera plus difficile. Mais tu as juste besoin de modifier 2-3 trucs dans la technique. Il part pas de nulle part, tu vois, c'est pas Scotty Barnes. Il part pas de nulle part dans la mécanique, même si elle est moche. Donc voilà, après pour la défense, et je terminerai là-dessus, pour sa défense, là pour le coup, je trouve qu'il sera pas défenseur mauvais non plus, mais vaut mieux l'utiliser en tant que deuxième rideau dans un défenseur collectif, un petit peu comme je l'ai dit dans l'article à Corey Kispert. Mais sinon, potentiel ouf, passeur ouf, fit avec Shai Gilgeous-Alexander, Lugensdorf, Treman, JRE, même Darius Baisley, ouf. Donc vraiment, je suis impatient, très 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 impatient de voir ce que va donner Josh Giddey au Thunder. Et je suis très content au final de ce show. Plusieurs éléments déjà pour étoffer ton propos et avant que je reprenne certains trucs, on est peut-être un petit peu différents sur nos avis. C'est pas un reach
contrairement à ce qu'on pensait, Non, c'est plus un parce qu'il reach. passait pas la place 7, les Warriors le prenaient. Il avait une bonne cote, on le voyait plutôt en 10, mais en 7, il partait aussi. Ensuite, rookie de l'année, je crois, en Ligue australienne, meilleur passeur du championnat, si je me trompe pas de ce que j'ai pu voir. Donc pour un joueur comme lui de 18 ans, ça pèse quand même un petit peu. Et surtout que le mec il était à 8 passes de moyenne, mais il y avait 8 Ouais, rebonds ouais. aussi. Son plafond, là je compare à Lucas, etc. Non, peut-être pas quand même. Il sera surtout beaucoup moins scoreur, c'est peut-être ça qui va un petit peu le limiter en NBA dans un premier temps, comment il va marquer des points, mais en termes de création, on sera sur du très très haut niveau. On parlera. Alors, si je peux, Vas-y. vas-y, juste excuse-moi de te couper, si je peux te donner une comparaison pour Josh Giddey, ce qu'on pensait qu'allait devenir Lonzo Ball au moment où il a été drafté. Pas ce Peut-être. qu'il est devenu, hein, Peut-être. mais ce qu'on pensait Ouais, qu'il allait devenir au peut-être. moment de ça. Peut-être, ouais. Ensuite, son rôle et comment il sera utilisé, on va en parler, je pense, juste après, quand on finira sur lui, ce sera notre dernier point. Oui. Sur son jeu, déjà, physiquement, enfin, je reprends le scouting que tu as fait, je te trouve un peu dur, parce que j'ai quand même l'impression que même maintenant, sachant qu'il a pris du poids, notamment l'année dernière, de ce que j'ai pu comprendre, il est quand même capable d'un peu bully les petits meneurs en face, tu vois. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, il n'a pas un handle elite qui est lié aussi à sa taille. Il est très grand, donc le dribble est forcément plus haut. C'est Et puis obligatoire. l'envergure Et est petite, l'envergure hein. est petite, donc L'envergure est voilà. quasiment un Donc sub-zéro. ça joue effectivement. Mais je l'ai trouvé, de ce que j'ai pu voir, capable de. Eh ben, si je peux pas changer de vitesse, si le défenseur garde le contact avec moi, sachant que je suis plus grand, je rentre un peu à l'épaule et je me sers de la petite séparation créée comme ça. Je suis capable de faire des spin moves qui sont plutôt efficaces, que ça vienne d'un petit post-up ou d'une phase où j'ai un peu ralenti le jeu au milieu de la raquette. Je pense qu'en fait, bon, pas à son entrée NBA, mais peut-être un petit peu plus tard, surtout si les équipes adverses mettent des meneurs en défense sur lui, il sera Il va falloir capable. foutre des Ouais, ailiers, je hein. pense qu'il. Parce qu'il C'est est pour trop ça, c'est grand, pour hein. ça. Je pense qu'ils mettront des ailiers. Mais si jamais ça switch, je pense qu'il est quand même capable de sanctionner ça. Ensuite, autre élément à prendre en compte, c'est qu'il était dans le groupe avec l'Australie au début en prépa. Il n'a pas été pris pour les JO. Il a joué dans les éliminatoires, si je ne me trompe pas. Enfin, il Oui. est déjà dans ce cursus-là. Il est déjà dans un grand cursus aussi de gros prospects, comme tu l'as bien décrit, que la NBA met en place, notamment en Australie. Donc, il sort vraiment pas de nulle part. Pour son jeu offensif, peut-être sur son tir, il y a deux choses à prendre en compte, et on l'a dit je crois dans le chat, c'est qu'au fil de la saison, son pourcentage a augmenté. Déjà, il avait très mal commencé, je crois. Ensuite, il a pris Oui. beaucoup de pull-up. Tu l'as dit, c'était le seul meneur sur le terrain. Donc la plupart de ses tirs, c'était pas des spot-ups, c'était plus des pull-ups. Ouais, et puis la sélection de tir, elle était pas non Ouais, plus folle, hein. effectivement. Après, j'ai quand même l'impression qu'il a des moments où il va prendre confiance et il sera un peu plus chaud, il est capable d'en enchaîner deux trois, qu'il a pas, Oh, catch and ouais, shoot. et qu'il a pas spécialement peur de les prendre. Et même en pull-up, si toute l'année les joueurs sont passés un peu dessous, des moments un peu chauds, il a pas hésité à les prendre, il est encore bien confiant là-dessus, j'ai envie de dire. Donc j'ai quand même tendance à dire, c'est sûr que comparé à un Barnes, ça sera largement meilleur, mais qui deviendra au moins efficient à 3 points, il sera pas négatif comme d'autres meneurs en Je pense plus. qu'en catch and shoot, il peut tourner à 36-37%. Ouais. En catch and shoot, hein. Attention, hein. Donc forcément, les pourcentages seront plus élevés, mais moi, je pense qu'il peut shooter en catch and shoot. Et ensuite, gros travailleur, c'est quelqu'un Voilà. qui va largement progresser. Défensivement aussi, j'ai hâte de voir parce qu'il y a une question d'envie, il y a une question de comment il est utilisé en Australie aussi, sur qui on va le faire défendre. Mais ouais, à voir comment il résiste physiquement. J'attends de voir ça pour le coup parce que sur Poku l'année dernière, on s'est plutôt trompé en plus défensivement. Donc Oui, mais Poku, il a pas une envergure à c'est Sub-Zero, sûr. par contre. Ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, mais il faut mentionner, parce que tout le monde le mentionne dans le chat, moi je l'ai mentionné dans le chat aussi, vous regardez le premier match de la saison 2020-2021 de Josh Giddey, et vous regardez le C'est pas le dernier, même un joueur. peu comme C'est Poku, pas le hein. même joueur. C'est le jour et la nuit. Vous regardez, franchement, j'ai pas eu le temps, sinon je l'aurais fait, mais vous regardez, franchement, si on avait regardé tous les matchs de Josh Giddey, on aurait vu, je pense, une amélioration dans le jeu à chaque match. Parce que c'est incroyable. Et ça montre encore une fois le côté éthique de travail de malade du joueur. Je pense qu'à mon avis, avec des parents basketteurs, ça doit pas rigoler souvent en termes d'entraînement. Mais avec la sœur, etc., je trouve que il a progressé d'une manière assez folle. Et suffit juste de regarder, je pense même, vous regardez sa fin de saison avec Adélaïde et vous regardez les matchs qu'il a fait avec l'Australie pour la préparation des JO, je suis quasi sûr qu'il a aussi progressé à ce sûr. niveau-là entre ce laps de temps-là. Donc vraiment, je trouve que, en fait,
Josh Giddey, contrairement à Poku, je pense qu'il peut apporter dès la saison prochaine à OKC. Je pense aussi, Ah, je pense aussi. Alors pas mal de questions en même temps, il y en a qu'on va prendre, il y en a sur ah les oui. rumeurs de Mark Cannon, ça sera en fin d'épisode où on parlera de la suite après cette draft, on en parlera pas Ouais. mal. On est presque 50 sur live, c'est complètement On fou est comment plus de comment ça 50. augmente actuellement, donc merci à tous et merci pour toutes vos questions. Constant, on a eu plusieurs questions là-dessus. Dans quel line-up tu le vois évoluer et avec qui à ses côtés et comment utiliser? Je vais peut-être commencer pour ça, tiens. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'en fait, il ait du temps de jeu avec les titulaires, c'est-à-dire aux côtés de Shea notamment, et lui il avait l'air d'être très content de pouvoir évoluer à côté d'un autre meneur et d'un autre ball handler, surtout qu'il n'avait pas en Australie. Et, C'est étonnant, ouais. lui. Et j'aimerais aussi le voir, par contre, gérer des fois la balle, un petit, pas tout seul, mais avec plutôt des joueurs de banc. Donc pour moi, l'idéal, surtout si Kemba est encore là, parce que encore une fois, ça va dépendre de si Kemba est là ou pas. Si Kemba n'est pas là, pour moi, il est titulaire, c'est sûr et certain. Si Kemba est là, je pense que. Le poste. Ouais, alors. À quel Si, poste? si Kemba, si Kemba est là, il sera pas titulaire. Donc je pense que sur les 3 premiers postes, ça sera Kemba, Shea et Dort. Si Kemba n'est pas là, j'ai vu ça dans le chat, je pense qu'on fait un Shea, Giddey, Dort. Où les 3 sont plus ou moins interchangeables. Je pense qu'on start comme ça. Et ce que j'aimerais, c'est que Giddey ait quand même un temps de jeu assez élevé. Et que, en fait, typiquement, ce soit le joueur qui sort peut-être en premier ou en deuxième, s'il y a un grand qui sort avant. Et qu'ensuite, il soit là pour jouer avec le banc et avoir un peu plus la balle en main qu'à côté de Shea où Shea prend la balle. À bout d'un moment, il faut aussi donner la balle à Shea, c'est quand même notre joueur. Je ne vois pas jouer en 4, de ce qu'on peut lire. Non, là, ça va être beaucoup trop juste physiquement. Beaucoup trop juste physiquement. 3 peut-être sur du switch, etc. Mais ça va mettre peut-être un peu de temps. Pour l'instant, ce sera plutôt du 1-2-3 polyvalent. Mais comme Shea a joué 3 à un moment, mais voilà, quoi, ça sera plutôt ça. Donc c'est ce que j'aimerais pour lui en fait. Et il faut lui donner du ballon parce que ce joueur-là, si tu lui donnes pas de matière pour créer, il ne sert pas à grand chose. Enfin, il a besoin de faire des erreurs, il a besoin de se développer balle en main en fait. Donc c'est comme ça que j'aimerais le voir utiliser de mon côté. Alors que je dis rien, mais je viens de voir le commentaire de Jouver. Il a raison. Il a raison. Il est content. Ça se voit que nos rookies sont contents d'être là, contrairement à Evan Mobley et à James Bouknight. Oui. Ou quoi, ouais. Bon bref, mais non. Alors moi, franchement, c'est vraiment bon. Déjà que je voulais pas le voir il y a 3 semaines. Et Kemba Walker, en fait, moi je l'envoie, mais tous les jours en fait. Si à l'opening day, je peux avoir un 5, ou en tout cas un backcourt, Josh Giddey en 1, Shai Gilgeous-Alexander en 2 et Luguentz-Dort en 3, genre où je signe. Faites-le. Vas-y, faites-le. Franchement. Et je vous vois dans le chat quid de Théo Malédon. Ouais. Le problème, c'est plus Treyman, et je pense qu'on en parlera à ce moment-là pour Ty Jerome et Malédon. Plus Ty Jerome, le problème. Oui, et c'est plus la venue de Treyman qui poserait problème que Giddey qui est très polyvalent. Je pense qu'on en parlera plus à ce moment-là de ça. Non, mais c'est juste pour vous dire, les gars, je sais que vous aimez tous Théo Malédon, principalement parce qu'il est français, faut pas déconner, mais Josh Giddey est quand même un potentiel bien plus élevé que Théo Malédon. Ouais, calmez-vous quand même au bout d'un moment. C'est normal, Théo Malédon c'est un pick du second tour, hein. Josh Giddey c'est un pick 6, donc forcément tu vas peut-être privilégier Josh Giddey quand même. Mais ouais, je trouve que la triplette Giddey, Shea, Dort, de tous les joueurs qui ont été pris dans le top 10, hormis Evan Mobley, t'as rien qui pouvait mieux s'insérer avec les autres jeunes du Thunder. Je trouve, hein. Oui, Cade, forcément, mais tu vois. Non, mais Cade. Oui, Cade. Non, mais oui, voilà, mais Cade, mais tu vois, il s'insère mieux que Jalen. Ouais, il y a peut-être Suggs quand même. Je préfère potentiellement l'association en fait avec Giddey, Shea et Dort plutôt qu'avec Suggs, Shea et Dort. Après, c'est personnel, mais je trouve que en fait, défensivement, ça va. Tu vois, parce que Giddey, si tu l'utilises qu'en deuxième rideau pendant que t'as Dort qui s'occupe, qui est le premier vrai défenseur sur l'extérieur, et que t'as Shea qui est pas un défenseur négatif loin de là, bah, t'as même pas besoin de le cacher, Giddey, c'est juste que tu le mets sur un scoreur secondaire, entre guillemets. Par contre, il va falloir progresser dans la notion de naviguer entre les écrans, parce que si tu l'utilises en tant que défenseur second rideau, autant dans ce qui est venir en aide, il est bon, je le trouve qu'il est bon, parce qu'il sait intercepter des ballons. Par contre, en termes de navigation entre les écrans et de close-out, va falloir progresser s'il veut être utilisé dans ce domaine-là et s'il veut pas devenir négatif. Et offensivement, en fait, les trois, c'est super. C'est super bien. C'est super bien.
Parce que tu vois, contrairement à Jalen Suggs qui va scorer, enfin, Corey scorer, c'est normal parce qu'il est extrêmement bon au scoring. Je trouve que t'as une répartition des rôles qui est superbe en fait. Guidi qui sera dans un rôle de créateur, sachant que la saison dernière, Shea a scoré 85% de ses paniers unassisted. Donc je pense que Shea, il est bien content lui aussi d'avoir un Josh Giddey qui va lui donner des paniers un peu plus D'avoir un simples. tir ouvert à 3 points, il sait plus ce que c'est. D'avoir un tir ouvert à 3 points. Même juste, tu vois, de pas tenir la balle tout le temps. Parce que quand Shea marquait pas un panier, il faisait une passe décisive, tu vois. Donc c'était très compliqué. Et je pense que ça va, d'une part, décharger un petit peu de ball handling à Shea, décharger un petit peu de ball handling à Lugensdort aussi, parce qu'on l'a vu beaucoup avec la balle en main. Alors effectivement, à partir du moment où Shea a été mis sur le carreau, mais quand même un petit peu en début de saison. Et je trouve qu'en fait, tu vois, même avec un Bazley, quand j'en avais parlé dans l'article, Bazley, tu lui décharges du ball handling aussi. Donc si tu as un Josh Giddey qui en fait manie ton attaque sur demi-terrain et qui peut potentiellement te servir un GRE qui est un excellent pivot au poste avec un énorme footwork, parce que Giddey fait des super passes pour les pivots à l'intérieur, des super entry passes, il va être capable de te servir un Shea, il va être capable de te servir un Dort qui coupe, il va être capable de te faire une passe au-dessus de la tête pour potentiellement un Bazley ou un Poku qui sera ouvert à 3 points. Je trouve que offensivement, ajouter un Josh Giddey dans cette équipe-là, c'est excellent. Vraiment, c'est excellent. Mais... Après, défensivement, je trouve pas ça déconnant. Donc vraiment, ouais. Mon point de vue, c'est que si Day One, tu peux aligner un backcourt Giddey chez Dort, vraiment, tu le fais tous les jours. Tous les jours. Et hypez-vous, je vois dans le chat, hypez-vous pour Giddey. Mais oui, vraiment, hypez-vous. Vous pouvez. Il va être fun. Vraiment, vous pouvez vous hyper. J'ai vu une question aussi qui m'a intéressé, c'était est-ce que le plafond de Giddey est plus haut que celui de Suggs? C'est une bonne question, parce que si son tir clique à Giddey, son plafond est bien plus haut que swing Suggs. factor. C'est clairement, il sera sûrement meilleur que Suggs si son tir est vraiment là. Ça, c'est sûr et certain. Après, à voir. Après, voilà, il y a des petites limites physiques, il y a ce tir. Il y a beaucoup de facteurs quand même, mais voilà, son plafond ultime, j'ai envie de dire, peut-être pas celui qu'il atteindra, mais ultime. Il est peut-être l'un des pas le plus haut de la draft, mais il est haut. Non, je n'ai pas dit plus haut, je dis dans l'un des plus hauts, mais il est haut. Ouais, il est top 5. Ouais, je pense. Top 5. Le plafond, en termes de plafond théorique, il est top 5 avec les 3 premiers, Jonathan Kuminga et lui. Tu vois. Après, je trouve qu'en fait, pour moi, c'est le swing factor. Le tir, c'est vraiment. En fait, si Josh Giddey rentre ses 3 points, il va jouer à un level star en fait. S'il est capable, si le mec est capable de tourner à 19 ou 20 points en te faisant 7 ou 8 passes par match avec 5 rebonds, c'est des stats de All-Star au bout d'un moment en fait. Donc voilà. Moi je sais pas s'il va développer ce tir. En fait, je pense qu'il va développer un tir en catch and shoot. Après, est-ce qu'il va développer un tir en pull-up? Ça, pour le coup, j'ai pas l'impression parce que la mécanique est vraiment trop pénalisante. Mais oui, en tout cas. Pour moi, tu vois, contrairement à Kuminga, où on parlait d'un joueur que s'il ne se développait pas, t'avais vraiment rien. Je trouve que Josh Giddey, même si son tir clique pas, t'as une base en fait. Il sera jamais un joueur dégueulasse, Josh Giddey. Au pire, si son tir rentre pas, ce sera Ricky Rubio en plus grand. Honnêtement, hein, ce sera Ricky Rubio en plus grand. Au lancer, il est plutôt moyen. 69%. C'est pas fou. Ça, je pense que c'est quelque chose par contre sur lequel il peut progresser, mais il est plutôt moyen. Après, juste pour en termes de progression de lancer, c'est pas impossible puisque ça te ferait peut-être une transition toute faite. Treman en première année à Florida, il était à 69% lancé, deuxième année 83%. Non, tu me fais pas une transition Constant parce qu'il y a pick 16 dans le pick 18. Ah oui, c'est vrai. Mais ma mémoire a oublié en fait. Ma mémoire ne veut plus parler de ce trait. Puisqu'après avoir pris Giddey en 6, on est arrivé au pick 16. Il restait pas mal de joueurs, il faut l'avouer, que nous intéressaient, mais voilà. Et Presti a tradé ce pick 16 à Houston qui a pris Sengun. Sengun, oui, c'est vrai. Sengun à la place contre le pick 16. Et nous a envoyé en échange un premier tour de Washington, un premier tour de Détroit. Je vais pas vous détailler les protections qui sont longues. Alors attends, moi je peux peut-être te les faire de tête. Non mais ce qu'on va dire, en fait, c'est pas le but d'y retenir. Ce qu'on va juste dire, c'est qu'elles sont dégressives. Elles sont dégressives et qu'un jour le pic va tomber. Elles sont protégées loterie. Mais qu'un jour le pic risque quand même de tomber et pourrait tomber au final autour de 15, voire un tout petit peu plus haut, un tout petit peu plus bas.
ce que j'ai envie de dire, moi, et ta réaction sur le moment du live était très déçue, et pas mal de gens l'ont ressorti aussi. Moi, ce que je vois, et c'est que je suis un peu à part, tu m'as dit que j'allais tous un peu seul contre tous là-dessus. Ah bah là, débrouille-toi. Moi, je suis pas forcément déçu de ce trade. Pourquoi? Parce que déjà, si Presti draft pas à ce moment-là, c'est qu'il considère que il n'a pas vraiment de joueur à prendre et pas de chouchou, parce qu'on a vu, si Presti a un chouchou, il le prend. C'est aussi simple que ça, il veut monter même pour les avoir, il veut plus rich, il s'en fout, s'il a un chouchou, il le prend. Et je pense qu'un Kai Jones, que nous on parle depuis je ne sais pas combien de temps, depuis la stratégie de voilà, l'intersaison, donc la loterie. je pense qu'il n'était pas dans la vision Prestige. Je pense que certains autres joueurs qu'on avait cités, du Garouba, du machin, c'était pas des coups de cœur pour Presti. Donc, qu'est-ce que Sam Presti a fait? Au mieux de piquer un joueur qui l'intéressait un petit peu, mais qui peut avoir en 18 AK Treman, par exemple, ou Primo s'il avait été là, vu que c'est sorti, et on aurait pris Primo. Il a tradé le pick et il a envoyé contre 2 futurs first round. Ce qui fait, on a dit ça en rigolant, je te l'ai dit en off en rigolant, cette année on a drafté 2 fois au premier tour, avec le trade ensuite de Favors, on a récupéré 3 first pick. Le trade de Favors est à part. Oui, mais ce que je te dis, c'est qu'on a... non, c'est ce que je te dis, c'est au bilan global, c'est qu'il a capitalisé sur la valeur des picks qu'il avait aussi pour continuer d'avoir un total assez élevé. Pick 16, on parle pas de oui, mais je te parle au global. J'ai le droit quand même d'étayer mon propos, Constant. Ça va aller ou pas? Non, oui, mais ça, pour moi, ça n'a rien à voir. Non, parce que je te parle d'une stratégie globale qu'apprécie, qui pour moi est d'être patient et qui pour moi est de pas griller déjà tout de suite tous tes assets. Ensuite, mon autre argument, il est, et on a déjà 3 rookies, 4 si tu comptes Krejci, 5 si tu comptes Wiggins. T'as déjà des jeunes joueurs à développer. On est déjà en train de se demander comment machin va pouvoir jouer, s'il y a lui qui est drafté, s'il y a lui qui est sur le terrain, s'il y a lui qui n'est pas tradé. Je pense pas qu'un pick 16 à ce moment-là de ta reconstruction, on en est 2, sachant que tu as fait une demi-année de tanking, parce qu'on n'a pas fait une année complète. Je pense pas que ça soit complètement compromettant. Je pense pas que Shea va couiner, j'ai envie de dire, s'il n'y a pas un pick 16 à côté de lui. Je pense pas que ça soit si important que ça, en fait. Je pense plus que ça soit important de bien drafter, de bien maximiser les joueurs et les développer, que d'en avoir une quantité astronomique. Après, je comprends totalement qu'on a envie d'avoir des jeunes prospects à développer, qu'il y ait certains profils, notamment pour Constant et moi, qu'on aimait bien, et qu'on aurait bien aimé drafter, mais encore une fois, qui on est pour scouter les joueurs, qui on est pour faire le choix de Presti, qui plusieurs fois nous a quand même prouvé qu'il draftait plutôt pas mal. Voilà, c'est pour ça que je suis pas forcément déçu, en fait. Quand tu draftes un pick pour 2, j'ai du mal à me dire c'est un mauvais choix. C'est juste ça, quoi. Alors, moi, je te l'ai dit et je te le répète, le coup de dire on a déjà assez de jeunes à développer et du coup t'en reprends dans les années d'après, c'est un contre-argument. En fait, ça te dessert carrément dans ton argumentation, puisque là, ok, tu as des jeunes à développer, mais par contre, quand tu récupéreras les pics en 2024 et en 2025, en fait, tu seras dans une équipe qui jouera les playoffs et tu absolument aucune envie. Oui, mais tu vas le trade contre quoi? Tu vas faire comme Boston et tu vas le jarter parce que tu es obligé de le trader. Ça se trade toujours, honnêtement. C'est ce que je te dis aussi. Boston n'a pas réussi. Si se trouve, les gens seront aussi très contents que tu trades ces pics-là dans un package qui te fait passer un cap aussi. Et tu sais pas dans quel état non plus on sera en 2024. Tu sais pas. Dans un meilleur état que en 2021. Tu sais pas du tout. Tu ne sais pas. Et si en 2024 on est toujours le 4e pire bilan de la ligue, là pour le coup, moi vous fera les live tweets depuis l'hôpital. Tu peux avoir un cas où chez pété, tu peux avoir un cas où machin a pas signé, tu peux avoir un cas où ceux que tu as drafté ça a pas marché. Ou alors ça peut. Mais alors tu peux même juste faire un package pour monter un petit peu dans la draft si tu veux que un pick. Non, ça marche pas. Bon, là, ça se fait. Cette année ça a pas marché en tout cas. Et alors qu'on avait le pick 6. Donc t'es en train de dire qu'on aura trop de monnaie, c'est ça que. Ce que je comprends dans un sens, parce que ça te complique les négociations, mais t'as jamais trop d'assets. Si, à un moment je vais me poser la question, parce qu'en fait les GM, à quel moment, et ça j'en ai déjà parlé depuis le pod avec Alan il y a 2 mois, il y a un moment où d'avoir trop d'assets, les GM adverses, ils vont te le faire payer en te faisant une inflation des pics. Ça je suis d'accord. C'est-à-dire qu'ils vont arriver, ils vont te faire, t'as combien? T'as 20 first pick? En fait, si on tradait avec une autre équipe, on en demanderait 2, mais comme c'est toi, on va en demander 5. Au moins, tu pourras les donner. C'est ça que de toute façon, on était déjà dans ce cas-là. Ça reviendra au même. Donc bref, après, moi, j'ai pas d'avis. La question, elle est aussi, je pense que les gens sont pressés, honnêtement. Et le maître mot, c'est patience. Presti, même quand il fait
ces conférences de presse, etc., c'est patience. On a tanké une demi-saison, parce que Shea était trop fort, parce que machin. On a Poku qui a peut-être besoin de 3 ou 4 ans pour être un minimum complet. On a plein de joueurs comme ça. Je pense qu'il faut être patient et que ça, c'est un move qui plus de long terme que de court terme, honnêtement. Et ça, je le comprends que pour certaines personnes, c'est un peu chiant, mais tu peux pas taper sur ça. C'est pas possible, surtout à la vitesse où va la NBA maintenant, c'est pas possible. Mais je tape pas sur ça, je dis juste que il y a un moment. Moi, en fait, je vais vous dire, j'ai pas d'avis. Parce que globalement, vous me posez la question sur ce trade du pick 16 il y a 2 jours, je vous aurais dit c'est de la merde. Vous me posez la question hier sur le pick 16, je vous dis c'est compréhensible. Vous me posez la question aujourd'hui sur le trade du pick 16, je vous réponds je sais pas. Donc très honnêtement, pour éviter de revoir ce live dans 3 semaines et me dire que j'ai raconté de la merde, je vais pas vous donner mon avis. Si je peux abonder dans ton sens, Pierre, et abonder dans le sens de Sam Presti, je tiens juste à souligner que pour ceux qui sont pas contents, les Knicks ont tradé le pick 19, qui était leur pick 19, avec Charlotte, qui est 3 picks en dessous de nous, juste 3 picks en dessous de nous. Ils ont récupéré un first au bout d'un moment, ils ont récupéré un first en moins. Et comme l'a dit Sam Presti en conférence de presse, recevoir 2 first picks pour le 16, bon, ça arrive pas tous les jours au bout d'un moment. Effectivement. Après, je peux comprendre. En fait, les gens voulaient qu'on fasse la draft que Houston a fait, c'est-à-dire rajouter des jeunes à plus quoi savoir en 20 000 foot. mecs, ouais. Sauf que le problème de ça, c'est que je veux bien, Houston, il y a des jeunes à se développer, il y a Jalen Green, il y a Kevin Porter Jr., il y a Şengün, il y a Garuba, il y a Josh Christopher. Alors ils peuvent faire un 5 majeur quasiment qu'avec des mecs qu'ils ont draftés cette année. Mais en fait, quand vous regardez ce que fait Houston là, les potentiels free agents qui vont signer, ils vont faire quoi Houston la saison prochaine? Ils vont se retrouver 10e ou 9e de la conférence Ouest. Ils vont se retrouver avec un pick 13 ou 14 à la loterie. Et vu qu'ils auront que Jalen Green, ils vont être obligés en fait de développer, enfin d'espérer que Şengün, que Josh Christopher deviennent des méga stars. En fait, pourquoi Memphis, pourquoi ils sont montés en 10 en larguant Jonas Valanciunas? Parce qu'ils se sont rendus compte que Ja Morant plus Jaren Jackson Jr., ça ne suffisait pas à aller là où ils voulaient. Du coup, ils se sont dit, on fait un petit pas en arrière, on monte en 10, on va récupérer Zaire Williams, qui est un énorme potentiel, et du coup, là, ouais, on se rajoute des joueurs. Voilà. Donc, ça, dans ce sens-là, moi, je préfère très honnêtement me dire que la saison prochaine, c'est ce que j'ai dit à Pierre en off avant de commencer, c'est que la saison prochaine, tu n'auras quasiment que ta rotation, ce seront que des jeunes, quasiment. À partir du moment où Kemba va partir, ton 5 majeur, ce sera que des jeunes, à moins que tu mettes un favor si tu n'auras que des jeunes. Donc au bout d'un moment, je préfère très sincèrement terminer 13e de la conférence Ouest et me retrouver potentiellement avec un pick 7 ou peut-être même monter dans le top 3 de la loterie, enfin dans le top 3 de la draft avec un peu de chance à la loterie comme l'a fait Toronto cette saison, plutôt que de me retrouver dans une situation de Houston où oui, ils vont gagner plus de matchs que nous l'année prochaine, et encore c'est pas sûr parce qu'il y a Shai Gilgeous-Alexander de notre côté. Ils seront pas 10e, je crois peut-être t'as dû dire ça, oui ils sont pas 10e mais... Bah tu sais jamais, tu vois, si Jalen Green est super fort, Şengün à mon avis, il va pas mettre 9 points la saison prochaine, hein. Şengün pour le coup, il est prêt pour la NBA. Donc t'as Christian Wood, vous avez vu, ça parle potentiellement de Daniel Theis pour la free agency. Tu vois, je vous parle, faut pas oublier que Houston, l'effectif comme le nôtre, hein, l'effectif est pas terminé encore, il y a des moves qui vont arriver du côté de Houston. Donc voilà, moi j'ai pas d'avis. Je trouve, oui, c'est un move qui est compréhensible. Est-ce que c'est celui que j'aurais fait? Probablement pas. Mais bon, battez-vous, en fait. Battez-vous. Et moi, pendant ce temps-là, je vais profiter de Josh Giddey et de Treman. En fait. Oui, c'est un peu ça. Je pense que c'était une offre que tu peux pas trop refuser, en fait. Comme tu l'as dit, c'est assez rare. Je pense quand on t'appelle, qu'on te dit, vas-y, on vous envoie 2 futurs pour celui-là. Si t'as pas un coup de cœur, encore une fois, je l'accepte. Je pense que Houston a eu un coup de cœur pour Şengün. Ça, c'est sûr qu'ils le voulaient. Ils voulaient absolument. Et ils sont montés pour lui. Ils ont attendu de voir, à mon avis, qu'il n'était pas là en quoi, en 23-24, 24-25, leur pic après. 23-24. Bon, voilà. Donc ça me choque pas. Là-dessus, ça me choque pas. Après, effectivement, là dans le chat, on est plutôt de l'avis que c'est pas choquant. Mais sur Twitter, c'est un peu plus... C'est pas la même chose. Donc c'était important d'en parler encore une fois. Mais voilà, après, on verra ce que ça devient. Si ça nous sert à monter un jour dans le top 3, on sera très content. Non, mais alors, pour le coup, je vais ne faire que me reciter. Mais je tiens à vous rappeler, PJ Tucker, qui est un excellent joueur, mais qui ne reste que PJ Tucker,
C'était 2 firsts pour le récupérer. 2 firsts Vas-y, hein. pour PJ Tucker. Qui était important pour gagner un titre quand même, PJ Tucker. Oui, mais c'est PJ Tucker. Il est important, ça fait partie des joueurs qui sont importants et nécessaires pour gagner un titre. Mais c'était quoi? C'était quoi le 6e meilleur joueur des Bucks dans cette campagne de playoff? Alors il était capital pour défendre sur KD. À partir du moment où t'es arrivé dans les finales de conf, t'as Bobby Portis qui a take over, t'as Brook Lopez qui s'est réveillé, t'as Giannis, Middleton, Jrue Holiday. C'est ok, mais bon, au bout d'un moment, c'était 2 firsts, quoi. Donc, effectivement, on arrive dans une situation où, en fait, si tu veux récupérer une star, maintenant, faut lâcher quasiment 6 pics pour récupérer ne serait-ce que Jrue Holiday. Tiens, on parle encore une fois des Bucks. Ou monter dans le top 3, effectivement, ce qu'on nous dit. Le prix pour être dans le top 3, il devait être... Bah oui, le prix pour monter. Il n'existait même pas, le prix, parce que personne voulait. Donc voilà, moi je peux comprendre. Après, bon, franchement, vous regardez, ça a coûté à Memphis de lâcher Jonas Valanciunas et de prendre les contrats dégueulasses d'Eric Bledsoe et Steven Adams pour passer de 17 à 10. Et nous, juste en lâchant le 16, on a récupéré 2 firsts. Franchement, ça va. Je trouve que ça va. On va enchaîner, on va arriver au pick 18. Si cette fois on n'a pas été tradé, on a piqué cette fois et on a pris un de tes chouchous de base, Treman. Oui. Treman. Pour le coup, on parlait de pull-up avec Guidé. Là, c'est peut-être le meilleur joueur en pull-up de la draft, je pense. Ça me fait saigner, dit que c'est le meilleur. Je pense que c'est le meilleur. Là, ce qui a pas mal embêté les gens, pour le coup, c'est pas tant le niveau du joueur, pas tant le talent, c'est son poste, peut-être qu'un guard, bien qu'il ait un Non, c'est le joueur. Ah, tu penses? Je suis pas si sûr que ça. Ouais, je suis pas sûr. Parce qu'il voulait voir quelqu'un d'autre. Oui, il voulait Kai Jones, effectivement, mais je pense qu'en fait, je pense que le poste aussi a empêché ça. On aurait pris un autre pivot, ça aurait peut-être moins râlé, je pense. Mais globalement, Treman a un profil complètement différent des autres guards qu'on a dans l'effectif. Je vais te laisser le décrire ensuite. Et je pense qu'il n'est pas inintéressant de l'avoir et qu'il peut être complémentaire aussi, lui aussi, d'autres joueurs, notamment d'un certain Français qui, pour moi, ça pourrait bien s'entendre, en fait. Ah oui, parce que alors, déjà, moi, Treman, je suis très content du choix, hein, très honnêtement. J'étais un peu surpris, si vous avez checké ma réaction, j'étais un peu surpris parce que je m'attendais pas à ça. Mais à aucun moment j'ai dit que c'était un choix de merde, par contre. J'étais surpris parce que, voilà, on va parler juste après de la concurrence au poste de guard. Je trouve que à aucun moment je remets en question le talent de Treman, qui, là aussi, en termes d'éthique de travail, on est très très haut. Alors oui, effectivement, il y a des gens qui peuvent critiquer en disant il a posté une vidéo d'un workout après sa draft, ça c'est que de la com. Toujours est-il que Treman, moi j'en ai parlé dès le moment où j'ai fait le scouting report, et c'était il y a 2 semaines, Treman a bossé. Treman a bossé, vous regardez le Treman freshman du côté de Florida et vous regardez le Treman sophomore du côté de Florida, les joueurs n'ont rien à voir, que ce soit dans les pourcentages, au niveau de la progression dans les pourcentages. Donc voilà, je trouve que Treman est un très bon choix. Scoring, contrairement à Guidé où on a pris du playmaking, là on a pris du pur scoring. Je suis pas d'accord avec les gens qui disent qu'il y a une concurrence avec Théo Malédon, parce que pour moi, Treman est à combo guard, là où Théo Malédon est à 1. Bon, Treman, il s'est pas créé. Hein. Enfin, si, il s'est créé, mais il a quand même un raciste ratio turnover négatif. Ils vont jouer 1-2. Ils peuvent jouer, en tout cas. Je sais pas si ils vont jouer 1-2, parce que, en fait, Treman, c'est, en termes de poste et de profil, je dis pas qu'il va atteindre ce niveau-là, mais en termes de poste et de profil, c'est CJ McCollum. C'est un combo guard qui est très efficace sur les tirs en pull-up, qui fait quasiment que ça, d'ailleurs. Qui a des petits... Non, mais c'est même vrai. Pas négatif. Mais non, mais c'est vrai. CJ McCollum, il drive de temps en temps, mais il prend beaucoup de pull-up quand même. Hein. Donc voilà, beaucoup de pull-up ou beaucoup de catch and shoot. Qui est capable de créer de temps en temps, que tu peux décaler en 1 en fonction de tes besoins, mais que tu peux aussi utiliser au poste 1 à côté d'un vrai meneur. Donc voilà, je trouve qu'en fait, la vraie concurrence, elle sera avec Ty Jerome, mais je trouve que la concurrence avec Théo Malédon, en fait, à partir du moment où tu n'as plus Kemba Walker ou tu n'as plus Ty Jerome, ça fait beaucoup de conditions, je suis d'accord, mais à partir du moment où tu n'as plus les deux, en fait, bah, si tu as Josh Giddey qui est titulaire au poste de meneur et que ta traction arrière en sortie de banc, c'est Théo Malédon et Treman, je vois à aucun moment où ça pose problème, en fait. Donc voilà, alors après, offensivement, je pense que, en plus, ce que j'aime bien avec Treman, c'est que c'est pas qu'un shooter micro-ondes. J'en ai parlé aussi dans le scouting report, vous allez checker les pourcentages.
mois par mois, il y en a un, il y a le mois de février où c'est moins bon, sinon tous les mois il est à 40-42% à 3 points. Il n'est pas genre à 48 à 32. Ça j'aime bien, ça pour moi ça fait la vraie différence entre les bons shooters et les excellents shooters, mais ça je l'ai dit plein de fois. Et bon, alors faudra progresser en défense. Par contre, Surtout lui pour aussi jouer en deux, pour termes, le coup. surtout pour jouer Mm. deux. Après, il est grand, hein, il fait un Et 90. Il est il pas, grandit encore. Parce que il apparemment grandit ses encore. parents sont grands, il s'est pas mesuré depuis un moment, apparemment il pourrait grandir encore. Donc voilà, là aussi, je vois fun à voir jouer. Très honnêtement, vous allez voir, Treman avec son handle, la séparation qu'il arrive à créer avec son défenseur, c'est incroyable et je pense qu'il va vous faire des petits step back qui vont être assez magnifiques ou des side steps qui vont être assez magnifiques. Voilà, donc moi je trouve que très honnêtement, combo guard plutôt talentueux. En plus, tu regardes les joueurs qui ont été pris à ce range-là, je trouve que parmi les joueurs qui ont été pris, tu vois, il a plus de potentiel qu'un Trey Murphy par exemple, qui a été pris un pick avant lui. Il a potentiellement, je pense, plus de potentiel qu'un Jalen Johnson, plus de potentiel qu'un Isaiah Jackson. Donc ouais, c'est encore un choix jeune en plus, potentiel, gros bosseur, joueur intelligent malgré tout. Non, moi je suis complètement fan du profil. Et je vois pas le problème d'une association avec Théo Non, Maledon, c'est plus avec Ty Jerome où il y a des ouais, je problèmes. pense aussi, je suis d'accord avec toi. Alors, plusieurs choses pour son workout après la draft. Bon, vous le jugez comme vous voulez, mais quand Presti dit que c'est un gros bosseur et qu'il a été drafté par OKC, j'en suis certain. C'est une condition sine Oui, qua non, il n'est pas drafté. oui. Ensuite, je suis complètement d'accord avec toi sur Malédon. Je pense que les deux sont complémentaires. Ça enlèvera du côté scoring de Malédon. Je trouve beaucoup. Il est plus à l'aise à la passe, Théo. À un moment donné, il faut aussi s'en rendre compte. Et quand tu auras un joueur comme Treman à Et côté, moi ça l'aise au ouais, scoring. voilà, qui sera capable de scorer, qui sera capable de se créer ses propres tirs. Treman, il a un espèce de step back, bon, forcément à gauche comme il est droitier. Ça régale, hein. Oh là 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 Ça là régale là là. vraiment. Ça casse des chevilles, ça fait des grosses séparations. Peut-être Des grosses célébrations aussi, hein. peut Lui, pour le coup, en termes de trash talking, il il va est. être excitant à voir Oh. jouer. Il va être excitant à voir jouer. Ah ouais, C'est clairement. peut-être pas celui qui va le plus finir au cercle, encore que, mais il va être Il est très. à 60% de réussite près du Ouais. cercle, hein. C'est pas Mais pas en dégueulasse, hein. termes de gros dunk, voilà, il va être excitant à voir jouer. C'est un profil qu'on n'avait pas trop au Kessie depuis presque toujours, j'ai l'impression, honnêtement. Reggie Jackson. Ouais, peut-être un petit peu, peut-être un petit Dennis Schroeder, quand même, c'est un peu. Ouais. Ouais, Le registre ouais, est différent, ouais, mais combo ok. guard, Ouais, capable de c'est vrai, créer. c'est vrai. Non, Et je ouais, ouais, rajoute c'est vrai. juste, avant de te laisser terminer, hmm, top 3 flotteur de toute la QV aussi. Hmm. Tu vois, on parlait de sa finition près du cercle. Il manque de puissance dans le haut du corps. Par contre, il était à 20 sur 43 sur les flotteurs. Donc, si en plus le monsieur est capable de mettre des gros step back tout en finissant avec des flotteurs, putain, il va être difficile à défendre. Hmm. Défensivement, un petit peu limité physiquement, à voir comment il évolue ensuite. Après, ça soulève effectivement un problème avec Kemba et Ty Jerome. Honnêtement, même si Kemba est tradé, je pense que Ty Jerome ne jouera pas. Euh, Parce qu'il y a trop de monde là actuellement sur les postes de guard et ça fait trop. Ça fait trop. Je vois pas comment tu peux faire une rotation à 6 ou 7 guards. Moi, j'ai essayé de l'envisager hier soir. J'ai Je pas vois trouvé. pas comment tu pourras le faire jouer, honnêtement. Ensuite, pour Kemba, c'est à voir si on arrive à le trader, quelle offre il y a, etc. Mais là, tu as de moins en moins envie de l'avoir dans ton effectif, vu les prospects qu'il y a en fait sur ces postes-là. Donc à voir par la suite. Mais lui, il aura du temps de jeu aussi. Je pense qu'il sera dans la rotation. Il aura peut-être sûrement moins de temps de jeu que Guidi. Mais il aura sa chance, je pense, assez sereinement, assez certainement. À voir un peu ce qu'il va donner. Je pense qu'il peut avoir un petit temps d'adaptation, tu vois, pour que ses moves passent le cap NBA, pour qu'il s'adapte physiquement, pour qu'il ait des ballons aussi, pour que son adresse vienne, tu vois, ça peut mettre un petit peu de temps. Mais je pense Ah bah que oui. quelques mois, allez, un an grand max, ce sera déjà aussi un autre joueur. Euh, Non, mais il peut faire un truc, genre où il est en difficulté sur la première partie de saison, et puis une fois le All-Star Break passé, là, il commence à ouais, vraiment montrer tout son ouais. talent, tu vois. Il y a plein de rookies qui font ça, hein. Ils font un petit temps d'adaptation, et après, qui vont commencer à vraiment faire du sale. Mais ouais, ouais, peut-être. Après, en fait, j'ai l'impression que, tu vois, le temps d'adaptation, je vois ce que tu veux dire, mais j'ai l'impression que Treman, en fait, tu le fous sur un parquet NBA, il te plante des paniers, en fait. Le mec, tu vois, autant que Guidi peut avoir un petit temps d'adaptation parce que, tu vois, il évoluera avec plus de ball handler que ce qu'il évolue en Australie. Treman, il va arriver sur le Hmm, parquet, il va faire le panier, il est là-bas? Ouais, ok, je vais mettre la balle dedans, en fait. c'est vrai.
Voilà, alors peut-être qu'il aura il aura plus de difficultés à créer une séparation avec son défenseur. Mais je pense qu'il va pas hésiter une seule seconde. Tu vois, lui, pour le coup, en termes de confiance en lui aussi, et de niveau d'insolence, que ce soit dans les tirs pris ou dans la régularité avec laquelle il va prendre les tirs, on est plutôt pour le coup. Voilà pour Treman, je pense on va continuer. On arrive en 32, parce qu'OKC a tradé le 34 et 36 contre le 32. Pour avoir Jreux, on va l'appeler comme ça. JRE, moi JRE. je dis Jreux. J'ai vu un surnom pour chez Guigui. Shidi. Oh, c'est bizarre. Bah oui, mais je l'ai C'est vu. Tu bizarre. sais, il y a les mêmes sur Twitter, Ouais. You have lost tout. J'en ai vu deux, trois circuler des Shidi. Chili, ok. Ah, c'est un problème. Ah, c'est bizarre. Oui, Pour Jeremy Robinson Earl, qu'on appelle JRE ou Jreux, comme vous voulez, pour que ça soit plus court. JRE. Euh, Là, on n'est pas du tout sur le même profil que les joueurs qu'on a cités auparavant, puisqu'on est sur un joueur qui a juste un potentiel de role-player, mais de bon role-player qui est très utile à une équipe. Parce qu'un petit peu plus vieux, parce qu'il sort de Villanova, fat que j'adore. Il est pas plus vieux par contre, hein. Il a Il a 20 ans, 20 je ans. le pensais un tout petit peu plus vieux. Oui. Non, bah, tant Non, mieux. non, il a 20 ans. Qui sort de Villanova, fac que j'adore, qui a un profil. On va débattre de ce profil-là une fois que tu l'auras présenté, parce qu'en termes de poste, etc., il y a quelques incertitudes, en termes de dimension physique notamment. Mais il a des qualités, et pour le coup, lui, une mentalité, et ça se voit sur le terrain, qui est archi importante pour une équipe, de glue guy, de mec qui est prêt à faire les sacrifices pour les autres, ou qui veut pas tirer la lumière à lui, et que OKC adore ça. Ça, c'est un feat. Là, Sam Presti a dû tomber amoureux quand JRE a dit ça, je pense. Ouais, c'est pas compliqué. JRE, conférence de presse de Draft, il dit: moi, je retiens beaucoup de fierté à l'idée de défendre et de prendre des rebonds, à faire tous les petits trucs invisibles. Genre, Treman, il a rigolé à côté en quand vrai à ce moment-là, il a dit. Très mal, il a regardé, il a fait: ouais, c'est bien, bro, tu vas faire tout ce que moi, je n'ai pas envie de faire. Mais en fait, JRE, je trouve que globalement, ça peut très très vite devenir un chouchou. Même de toute la fanbase, parce il y a une vibe Kenrich Williams, tu vois, dans le côté col bleu, dans le côté je fais les petites choses qui sont invisibles. C'est ce que j'ai dit aussi dans le Scouting Report. Allez lire les Scouting Report, vous l'avez fait, mais allez les relire au pire, parce que globalement, je ne fais que me répéter. Mais c'est un joueur pour les hipsters du basket. Il va pas te mettre des tomards de fou. Bah, par contre, si t'aimes vraiment les joueurs qui vont faire des petits trucs qui font gagner les équipes, mais qui ressortent pas forcément en premier, JRE, il va être parfait pour ça. JRE, il va être parfait pour ça. Je vois beaucoup de gens dire dans le chat, enfin j'ai vu un truc dans le chat dire qu'il va pas rester sur la durée. Si, parce que c'est typiquement le genre de joueur que t'adores. Faut pas oublier que ça n'est pas juste un rebondeur. En termes de rebond, déjà, il est assez sérieux parce qu'il est intelligent. Encore une fois, tu as dit qu'il se différenciait de Guidi et de Treman. Les trois ont le point commun d'avoir une très grosse éthique de travail et d'être des joueurs intelligents. Donc ça, pour le coup, c'est le point sur lequel les trois se rejoignent. Après, oui, le joueur a un potentiel plus bas. Par contre, il a un plafond plus élevé. Je pense même qu'il a un plafond plus élevé que certains pivots, que certains ailiers forts qui ont été sélectionnés au premier tour. Oui, un côté Alorford, comme vous dites dans le chat, effectivement, moi je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec Alorford, ce côté undersize qui peut jouer 4, qui peut jouer 5 aussi, qui est pas un monstre au rebond offensif, par contre qui a une vraie sens du placement au rebond def, qui est capable de faire des passes, qui a un vrai footwork au poste. Donc ouais, moi je trouve que en fait au bout d'un moment, et en plus il a un petit bout de shoot à mi-distance. Est-ce qu'il s'esforcera à 3 points peut-être, tu vois Mais à 0 degré dans les corners, tu sais qu'il les plante. Hein. Donc, ouais, je trouve que Gyros, c'est un pic qui est vachement bien en 32, franchement. Et je pense que Presti, comme moi, est tombé amoureux du joueur. En 32, vas-y, c'est un pic que tu prends tous les jours, en fait. Donc, ouais, et en plus, il va vraiment. J'apprécie vraiment le profil, tu vois. Il faut des joueurs comme ça parce que d'un côté, t'as Shea, t'as Dort. Bon, Dort, t'es un petit peu dans l'ombre aussi, mais t'as Guidi, t'as Shea, t'as Treman, tu vois, qui sont des joueurs qui vont vouloir prendre le spotlight et prendre le scoring. Et de l'autre côté, t'as JRE qui va faire les poubelles et ce sera très bien. Donc moi, c'est un choix que j'adore. Ce qui explique la petite montée en deuxième tour pour les deux pics qu'on peut trouver assez cher parce que c'est des pics très proches. Mais on en aurait fait quoi? Ouais, voilà. Et si t'as ce coup de cœur là et que tu sais qu'en 34 il y est plus, tu prends. Et ça a un peu calmé aussi la problématique pivot
qui était soulevé par beaucoup parce qu'on n'avait pas encore tradé pour Favors et effectivement il n'y avait plus de pivot présent dans l'effectif. La petite question pour JRE, c'est en termes de taille, on l'a dit, il fait la taille de Guidi. Là, la présentation, il était même. Alors, les deux étaient annoncés à 2,03 sur Ils envergure. sont à 6. En réalité, Guidi est 6'9 et JRE aussi, donc ils sont à 2,06. Et Ce qui est déjà 3 cm un peu plus haut. en NBA, c'est déjà quand même une sacrée différence au niveau de quel poste tu peux défendre, je trouve. Et donc, tu avais ce petit doute en 4-5, est-ce qu'il peut défendre les gros 5, etc. Mais au point de la reconstruction, et vu son envie, vu son éthique de travail, et enfin, comme son côté poubelle, comme tu l'as dit, ça me fait rire cette expression. Non, mais c'est pas méchant de dire de faire les poubelles, c'est mais vraiment ça en plus, genre il est là pour faire le il en sale faut, tu vois, c'est comme pour ramasser les poubelles, il en faut. Et ça, je pense que ça peut le faire, même si ça reste assez petit, qu'il y aura des doutes là-dessus. J'aime bien, tu l'as dit, il est assez intelligent en termes de passe, en termes sur du short roll. S'il a la balle poste haut, il peut driver, il peut poster, il peut faire pas mal de choses. Il a potentiellement un petit tir qui se développera. Son plafond, effectivement, n'est peut-être pas le plus haut. C'est pour ça qu'on parle déjà d'un role player, mais ne sait-on jamais, effectivement, parce qu'alors Ford, c'est devenu un très bon joueur. Hein, si on compare à ça, effectivement. J'aime bien son fit à côté de Bazley. Parce que je me dis que Bazley peut compenser un peu ce côté défense près du cercle, tu vois, défense globale s'il y a un peu plus de physique en face, et il va jouer au large. Et je pense que ça pourra marcher entre les deux. Avec Poku, s'il est en 4, un peu plus dur, parce que je me dis que physiquement ça va être dur. Tu vois, là où Bazley apporte, Poku c'est quand même plus dur pour l'instant, bien que la taille de Poku sera intéressante. Mais je pense que ouais, il peut s'inscrire dans le futur, à voir quel contrat lui est donné, sachant que Wiggins, dont on va parler ensuite, est tombé. Mais je pense comme toi, voilà, que ça va être comme du Malédon, des contrats à longue durée, garantis selon les années, voilà. Mais que tu as peu de doute sur le fait qu'il va être poursuivi au fil des années. Non, je pense qu'on va très vite le voir sur le terrain aussi, vu l'effectif. Ça serait intéressant, sauf s'il y a du Robbie à foison, et ça, je pense qu'on n'est pas très fans tous les deux. Mais voilà, j'ai hâte de le voir lui aussi, même en Summer League. Il la joue lui, ouais, c'est bon. C'est que Poku qui la joue pas, je sais plus. Il y a que Poku qui va pas la jouer. Ouais. Je crois que sinon tout le monde y va. Mais alors je vois dans le chat là, petite taille et d'envergure. Taille, quand tu fais à 2,03, je t'aurais dit ok, à 2,06, je te dis non. C'est la taille de Barnes. C'est la taille de Scotty Barnes, oui, mais alors après, Pierre, c'est pas le bon exemple parce qu'il y a des gens qui nous disaient que Barnes pouvait pas jouer. Oui, et en plus, Barnes avait une envergure immense, donc c'est pas le bon exemple. Voilà, donc c'est pas le bon exemple en fait. Mais je sais pas, alors Ford, il fait combien? Il fait 2,8, je crois, de mémoire, non? Voilà, le vrai problème de JRE pour l'instant, c'est qu'il fait 93-95 kilos et qu'il a une envergure qui est sub-0. C'est ce que tu me dis dans le chat. Ça, pour le coup, pour moi, la taille n'est pas un problème. Par contre, l'envergure est un vrai problème. Il a annoncé à 2,6 Horford, tu vois, et 108 kilos par contre. Voilà, il y a 15 kilos d'écart. Mais après, alors Ford a quoi? Il a 34 ans. Il a pris du poids. JRE, il a le temps de prendre du poids. Il a le temps de manger un peu, alors Ford, ouais. Voilà. Et alors Ford a débuté 4 pour petit à petit se décaler au poste 5 avec la transition vers un jeu entre guillemets plus moderne de la NBA, plus petit. Donc voilà, je trouve que JRE, le vrai problème encore une fois, c'est l'envergure qui est sub-0, parce que l'envergure on n'en parle pas assez je trouve, surtout pour des intérieurs et pour ce genre de profil. Là pour le coup ça peut poser problème. L'autre problème, et ce qui fait qu'on se pose des questions sur son poste réel, est-ce que tu vas être utilisé en 4 ou en 5? Je pense que la NBA 2021 fait que ce genre de joueur sera utilisé en 5, encore plus à OKC. C'est la mobilité latérale. Parce que pour le coup, autant je pense que tu vois, face à des intérieurs qui sont pas forcément des énormes scoreurs, tu vois, comme Joel Embiid, comme Nikola Jokic, comme même un Jonas Valanciunas, il va pas galérer, je pense il va se battre, tu vois, et ça va pas être non plus ultra difficile pour lui face à des pivots scoreurs un peu moins bons. Autant s'il se retrouve en switch face à des 3, ça va être très compliqué. S'il se retrouve face à des 4 un peu mobiles comme un Anthony Davis par exemple, là aussi ça va être très compliqué. Donc bon, ça va pas être, tu vois, là c'est le problème. Mais bon, si il est utilisé en 5, ça résout une partie des problèmes qu'on se pose. Je suis d'accord. Début de la Summer League le 8 août, pour ceux qui s'intéressent, donc ça sera à suivre bien entendu, peut-être qu'on essaiera de faire des petits trucs dessus, mais on a hâte, on a vraiment hâte. Pour finir sur cette draft, dernier choix en 55, donc un peu moins important,
Aaron Wiggins qui a été ensuite signé en two-way contract, donc le premier des deux qu'OKC aura l'année prochaine. Profil assez simple, potentiel free and D, long cursus à la fac. Il faut quand même ajouter que des fois j'ai l'impression que free and D c'est associé à un mec pas très athlétique, je sais pas pourquoi. Lui il est quand même assez athlétique, il met des gros dunks, etc. Défensivement encore perfectible, notamment sur les switches. Enfin, il peut encore progresser, c'est peut-être il n'a pas encore le côté D. Et le côté free, il a un bon tir, mais il n'est pas assez régulier. C'est ce qui lui a coûté du coup d'être pris, je pense, en 55, alors qu'il a un profil assez intéressant de role player. Mais je pense qu'à terme, voilà, on n'est pas sur un André Robertson, on n'est pas sur un profil comme ça, mais on n'est pas sur un Corey Kispert non plus. On est sur un joueur capable de tirer, mais à voir ce que ça fait. Effectivement, ancien coéquipier de Jalen Ward, qui est complètement fan de lui, qui est très content de le retrouver. Bah, les deux s'entraînaient quelques jours avant la draft. Alors que les deux sont sûrement en concurrence actuellement. Peut-être qu'il y en a un qui va prendre la place de l'autre. C'est un peu dommage pour eux, mais bon. C'est à voir ce qu'on fait avec lui. Je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de temps de jeu parce que moi, ce que j'ai noté, c'est que Kenrich Williams et Gabriel Deck sont encore dans l'effectif et que sur un profil comme il est, ça va être. À mon avis, Gabriel Deck plus pour très longtemps. À voir, mais pour l'instant, ils le sont encore et je ne le vois pas passer devant ces joueurs-là. Donc, à voir. Je sais pas s'il aura du temps de jeu, mais en tout cas, il sera dans l'effectif au moins en two-way et on verra surtout peut-être en G-League aussi, du coup. Ouais, bon, alors moi, pour le coup, j'ai rien vu, effectivement. Donc voilà, moi, je vais pas donner mon avis. Je vous renvoie vers le scouting report de Envergure. En plus, c'est Alan qui l'a fait, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc voilà, potentiel free and D, two-way, donc va passer la majeure partie de son temps en G-League. Voilà, moi je n'ai pas d'avis dessus. S'il se développe, tant mieux. Le profil en 55 est intéressant. Pour le coup, après, c'est pas un profil à Dort qui était non drafté et signé en two-way et qui était super descendu à la draft parce qu'il était attendu fin de premier tour. Lui, c'était tout le long attendu voilà, dans ces eaux-là en gros. Hein. Même lui était stressé de savoir s'il a été drafté, etc. Donc voilà, peut-être pas grand-chose. S'il se développe, tant mieux, mais voilà, c'est un pick 55. Les pics 55 qui deviennent quelque chose, hormis Isaiah Thomas qui a été pris en 60 et qui est devenu All-Star, je sais même pas s'il y a un joueur qui a été pris en dehors d'Haïti dans le top 50 et qui est devenu ne serait-ce que All-Star. Donc ça m'étonnerait. Donc voilà, s'il se développe et qu'il devient 3&D, tant mieux, mais c'est pas le genre de joueur où t'attends un gros truc. Effectivement. On va enchaîner directement du coup. Oui, peut-être Ginobili, effectivement. En exemple, je sais pas comment il avait été pris. Ah, il est pris en 53, Manu. C'est un bon exemple. C'est l'exemple tout le temps. C'est vrai. Ginobili, très bonne remarque. Juste après la draft, histoire qu'on ait encore des choses à dire si on n'avait pas assez. Sam Presti trade pour Derek Favors et obtient un premier tour dont on ne sait toujours pas d'ailleurs, je crois, l'année, la protection. Non, on ne sait pas. En échange d'un second tour et de cash. Honnêtement, fameuse cash consideration. Honnêtement, ce trade-là, il est intéressant parce que c'est quelque chose dont on parle depuis assez longtemps, toi et moi, c'est de prendre des contrats un peu lourds, un peu chiants pour les équipes et en échange de first pick. Et là, on n'avait pas pensé à Favors parce que le contrat n'est pas si haut que ça, 10 millions, ça reste honnête. En plus, c'est un contrat de cette année plus player option celle d'après. Je trouve ça plutôt correct, sachant qu'il y a ce gros manque en poste de pivot avec Favors. Je trouve pas ça être un joueur négatif, pas ça être un joueur. Tu lui donnes 20 minutes sur le terrain, c'est très bien, il sera très bien autour des autres, il fera son taf et c'est un vétéran NBA qui fera progresser les autres. Si jamais il est encore là, encore une fois, effectivement, on est prêt à tout. Donc ce trade là, je suis plutôt content, effectivement. Et si tu as une rotation JRE Favors, bon, ça fait pas rêver, mais ok, allez, allons-y, hein. Pour répondre à une question que j'ai vue dans le chat aussi tout à l'heure à laquelle on n'a pas répondu, je préfère pour l'instant avoir JRE en sortie de banc par rapport à Favors. Et si les choses restent en l'état actuel, avoir Favors pivot titulaire à l'opening night. Je suis d'accord. Après, pour revenir sur Favors, je trouve que c'est un bon joueur. Tu vois. Et le trade, ça fait 6 mois que je dis qu'il faut faire ça. C'est la méthode Atlanta-Brooklyn, la méthode qui a fonctionné, c'est-à-dire on dégraisse des équipes contenders avec un gros contrat pour un joueur qui, même si j'aime pas le terme, qui ne vaut pas son contrat, qui rentabilise pas son prix, en échange d'un futur premier tour. Parce que OKC se fout complètement de son salary cap, je pense, cette saison,
Ça, on va en parler quand on va aborder les potentiels free agents. Voilà, moi, c'est un joueur qui vient combler un trou en plus au poste de pivot, qui est un joueur qui a été très apprécié du côté de Utah. Ça a l'air d'être un joueur, encore une fois, un bon bosseur, qui va pas faire chier, je pense, qui va apporter son petit scoring, un petit peu de rebond sur sa vingtaine de minutes. Ouais, moi, je suis plutôt content. Et en plus, en termes de mentalité, tu vois, avoir un Derrick Favors qui peut former potentiellement à l'entraînement un GRE. Ouais. Moi, même potentiellement un petit Darius Baisley, tu vois, même si les joueurs ont un registre différent, je trouve pas ça déconnant. Donc, ouais, non, moi j'aime bien ce truc de le récupérer. Et d'autant plus que tu récupères un first, alors que pour moi, quand le Vosges a tweeté qu'on était dans des conversations avancées pour le récupérer, j'avais tweeté, je disais que pour moi, on partait plus sur du second tour. Mais tu vois, agréablement surpris de récupérer un first, même s'il risque d'être hautement protégé, mais après c'est Utah, donc bon, si c'est Utah, à mon avis, tu risques de récupérer le pick, même s'il sera pas très très haut. Donc ouais, c'est très content de ce move de Presti qu'on n'avait pas vu venir et qui au final Plutôt bien. agrandit la collection tout en renforçant des manques dans l'effectif. C'est un autre vétéran, et vétéran pas si vieux que ça d'ailleurs, parce qu'il a 29 ans, bientôt 30. Il a 30 ans, je crois, ouais. il vient d'avoir Voilà, 30 tu ans. vois, donc c'est pas un joueur de 36 ans, c'est pas. Non, c'est plutôt acceptable, hein, encore une fois. Hein. Ah ouais, c'est bien, C'est- honnêtement, moi je trouve que c'est Je bien. le vois d'ailleurs au OKC à l'Opening Night quand même, Favors. Peut-être contrairement à Ouais, je pense Kemba, je aussi. pense qu'il sera là au moins jusqu'à la deadline et peut-être toute la saison. On verra ensuite par la suite si ce qu'il prend son Non, bah, jusqu'à option. l'année Ouais, je prochaine. pense, hein, honnêtement. Parce que l'option elle est à 11 Ouais, millions par contre, hein, ouais, donc, après, est-ce qu'il voudra partir, est-ce qu'il la prendra pour. Bon, à voir encore une fois. ouais. On va enchaîner pour finir cet épisode sur les dernières rumeurs, sur les dernières choses que Presti a pu déclarer. Euh, Il y a pas mal de choses qui sont ressorties. Il y a des rumeurs avec Mark Cannon, il y a pas mal de choses. On va peut-être commencer par Spencer Dinwiddie. Spencer Dinwiddie aussi. La chose quand même la plus importante, c'est que Presti a quand même dit, là, presque clairement, que Shea allait prolonger. Non mais oui, Il a dit presque clairement que mais c'est pas il l'a dit, c'est que c'est sûr, au bout d'un moment il faut arrêter. Ça va arriver, c'est bon. On le ça arrive sait. bientôt même, soyez prêts. Ça arrive après-demain, au pire ça arrive demain. Day One, il va signer l'extension sur Max sur 5 ans. Et ce qui me fait d'ailleurs marrer, c'est que ce sont les mêmes journalistes qui Oui, relaient le fait c'est qu'il va ça, signer c'est l'extension ça. que ceux qui ont dit il y a 3 jours, on l'a proposé contre le pick 3. Ça fait bien marrer. Mais les fameux journalistes de la street. Mais non, mais il va signer l'extension au bout d'un moment. Oui, on a eu un petit doute, forcément. Quand tu vois plein de news d'un coup, tu te poses des questions. Mais au final, non. Non. Au final, non. Et on sera très content de cette signature. Et s'il vous plaît, arrêtez de lui mettre est-ce que Shea sera content si on perd, est-ce que machin. Il a Calme, joué les playoffs calme. déjà avec nous. C'est pas Et en Devin plus, Booker, il a l'année déjà fait dernière, 2 campagnes. quand il jouait, on était presque en play-in déjà. Calme, Alors après, le calmez-vous. contexte de la Oui, saison aussi qui sera pas la même. mais doucement. Il y a le temps, il s'entend bien avec tout le monde, il n'y a aucune rumeur, il n'y a rien. Dort, Doucement. c'est son meilleur pote. Doucement c'est bon. là-dessus, doucement là-dessus, arrêtez de stresser là-dessus, on sait pas non plus ce que les joueurs vont donner drafter. Restons calmes là-dessus, restons calmes. Parlons Oui, peut-être oui. de la rumeur Mark Cannon qui semble un petit peu prendre de l'ampleur. On parle d'un sign and trade notamment pour l'avoir, peut-être avec Favors du coup, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'on n'est pas trop d'accord pour le joueur. Bah écoutez, moi je vous trouve dur avec Laurie Markkanen en fait, parce que au bout d'un moment, si tu peux récupérer un mec en fait, alors tout dépend du montant, mais si tu peux récupérer un mec qui a 24 ans et qui la saison dernière a fait une saison décevante en tournant à 13 points, 6 rebonds et quasiment 41% à 3 points en en tentant 6 par match, bah vas-y en fait, genre oui, bon c'est peut-être pas le truc qui me fait le plus plaisir, mais moi je trouve que Laurie Markkanen en fonction du montant, si tu peux récupérer Laurie Markkanen en te disant et tu vas le faire quitter le contexte de Chicago qui pue un peu, tu peux le mettre dans un contexte plus sain au KC, go en fait. Genre moi je vois pas pourquoi je peux comprendre qu'il y a des joueurs qui soient pas emballés par Laurie Markkanen, en plus la mentalité a pas l'air non plus d'être complètement tip-top, mais je vois pas en quoi Laurie Markkanen c'est un non absolu en fait. Parce que, Hmm. tu vois, potentiellement, Laurie Markkanen, tu peux le faire jouer en 5 en fait. Genre, il a déjà joué en 5 à mon avis, saison rookie, saison sophomore, pour c'était le bordel du côté de Chicago, plus que ça ne l'est maintenant. Il a déjà joué poste 5. Donc en fait, moi, ça me dérange pas parce que ça reste encore une fois
même s'il a 24 ans, il entre dans sa deuxième jeunesse et il va signer son deuxième contrat en NBA. Ça reste encore un joueur jeune que tu peux modeler et que tu peux développer. Je suis d'accord là-dessus. Je réagis juste au message de Dada27 qui me dit ça vaut le coup de donner le max à un joueur moyen sans leadership. C'est les bonnes rêves, ça. Non, un jeune joueur prometteur sans plus, sans leadership. Ça, c'est les bonnes rêves de Twitter. En fait, moi que j'aime pas Markkanen de base, c'est pour ça que je suis moyen fan de l'avoir. Je comprends le principe, c'est un jeune joueur qui a eu du mal à confirmer sa très bonne première saison, qui a eu beaucoup de blessures, qui était aussi mal utilisé à Chicago et qui a pas confirmé aussi de son côté. Il y a un peu des deux. Donc qui n'est pas mal utilisé à c'est Chicago. pas faux aussi, c'est pas faux. Hormis Zach LaVine. Après, ça va dépendre effectivement de ce que tu envoies en retour. Je préférais envoyer un Kemba qui sert pas à grand chose. Alors, Kemba, ça n'arrivera pas. Par oui, contre, Kemba, ça n'arrivera pas. Mais il y a des grosses rumeurs autour de Lonzo Ball à Chicago. Là, ça s'amplifie depuis quelques jours. Kemba, à mon avis, si tu veux lui trouver une destination, ça sera ailleurs, mais pas à Chicago, à mon avis. Donc, je suis pas. J'attends de voir. Après, je trouve que ça fait redite. Enfin, redite. Que c'est sur un poste, on a déjà des prospects, notamment Poku, par exemple, notamment Bazley. J'ai un peu de mal à le voir jouer sans. C'est pour ça que je suis un peu moins fan, mais si tu fais ça et que tu lâches pas grand chose pour l'avoir, autant le tenter, quoi. Autant le tenter. Après, il n'est pas si injury prone que ça, si, chat. Il a joué 50 matchs l'année dernière. Il a joué 50 matchs l'année dernière. Dans quel état? Bah, et les autres années? Alors, les autres années, attends, je vais te dire ça tout de suite. Alors, pendant ce temps-là, je vais meubler et je vais vous parler de Kemba Walker. Non, je vais réagir par rapport à la stratégie. On nous dit, mais du coup, est-ce que si on fait ça et que. Est-ce que on est vraiment dans le tanking pour les futures années? Je pense que Presti est à l'écoute en fait des meilleures opportunités. Il pense que ça va prendre du temps de reconstruire pour s'installer confortablement en playoff, parce que c'était ça l'objectif, etc., d'être contender année après année. Mais à un moment donné, si tu as des opportunités d'avoir des bons jeunes joueurs, des joueurs que tu peux augmenter leur valeur, retrader ensuite, etc. Enfin, à un moment, c'est un business. Hein. Si vous pouvez investir quelque part et que c'est rentable, la plupart des gens vont le faire. C'est la même chose pour moi, en fait. C'est-à-dire que là, s'ils considèrent que Markkanen, ça peut être intéressant de l'ajouter, que c'est un prospect qui peut encore se développer, que tu lâches pas grand-chose en échange, fais-le. T'as pas une timeline écrite, en fait. Demander aux Hawks, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à être aussi loin en playoff dès cette année. Même s'ils ont fait le recrutement pour, c'était quand même... ils ont pété un peu leur plafond qu'ils attendaient, j'imagine. Il n'y a pas de timeline. Phoenix, pareil, ça allait beaucoup plus vite que... Enfin, plus vite. C'est un grand mot, mais le trade de Chris Paul... Non, j'allais dire, en fait... Chris Paul a été voilà, tradé, c'est ça. C'est ça. ça. Le trade de Chris Paul a d'un coup tout développé, alors que tu pouvais pas forcément t'attendre à avoir Chris Paul un jour. En fait, il peut se passer des trucs... Anthony Davis aussi, mais ça, faut pas le dire. Oui, voilà. Mais donc... Ça peut aller très vite, donc il faut aussi penser business. Est-ce que tu as trouvé la stat qu'on voulait? Ah bon, moi je l'ai depuis tout à l'heure, c'est juste je ne voulais pas te couper. 68 matchs en saison rookie, 52 en saison sophomore, 50 en troisième année, 51 cette année. Je pense qu'avec 72 matchs. C'est quand même pas... Bah oui, il joue les 2 tiers de la saison, c'est plus que Kyrie Irving. Et là pour le coup on nous parle de Zach Collins, là on est vraiment à infirmerie plus là. Je crois le mec il a joué 6 matchs possibles sur les 135 derniers, je sais plus que... Je crois que c'est quelque chose. Collins, j'aime bien aussi le profil potentiellement, mais là, pour le coup, pour moi, quel joueur c'est encore Zach Collins, quoi? Attends, il s'est fait quoi lui? Le pied? Il y a tout, je sais plus, il y a eu beaucoup de choses. Je crois qu'il s'est fait 2 fois le pied. Mais Zach Collins, et encore une fois, jeune qui ne s'est pas développé. Moi, Zach Collins, quand il tenait debout, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, je pense que la dernière fois où Zach Collins tenait debout, Russell Westbrook et Paul George jouaient encore à OKC. Zach Collins, c'est un bon joueur. Hein. On n'oublie pas, c'est un joueur qui a été sélectionné en 10, tu vois, donc il y avait un potentiel qui était attendu pour Zach Collins. Ouais. Moi, je trouve que dans le registre... Il monte en plus pour lui, non? Oui, il monte avec les Kings. Parce que, tu vois, ils ont fait ce que nous, on n'a pas fait. Ils avaient 2 pics dans le range 15 et 20 et ils sont montés en 10 au lieu de trader contre 2 second tours. Mais... ouais, moi, en plus, Zach Collins, il shoot, il a un petit bout de shoot. Donc bon, je trouve que, voilà, moi j'aime bien Zach Collins. Après, encore une fois, il faut se dire quel est son état actuel. Quand tu te pètes le pied 2 fois, et au bout d'un moment, ça devient compliqué. Donc, mais sinon, je trouve que c'est tout dépend le montant, en fait. Je trouve que c'est un pari à tenter, en fait. Mais alors, pour le coup, là, on est vraiment sur un joueur qui est extrêmement injury prone. Et moi, pour le coup, même si j'aime bien le profil,
tu vois, quand je vois le prix que coûte probablement Marvin Bagley pour le récupérer, c'est-à-dire un second tour, tellement les Kings ils en Hmm, peuvent plus, je préfère tous les jours aller moi aussi. récupérer Marvin Bagley que Zach Et on Collins. avait la question en plus, ouais, je pense que Bagley, c'est plus celui sur qui on irait tous les deux. Oui. Et ça serait intéressant à voir ce que vont en faire les Kings qui ont été bloqués par les Lakers pour Buddy Hield, c'est assez drôle. Ça, c'est incroyable, ça. Mais ouais, à voir comment ils font évoluer l'effectif aussi, vu qu'ils ont drafté encore une fois. Enfin, c'est les Kings, on peut jamais savoir avec eux. Non, Keda, c'est bien, Ouais, le portugais. Ça, c'est Kita bien. c'est bien, mais Kita, pardon. Kita, c'est bien. Par contre, Devian Mitchell en neuf, ça, c'est moins bien. on n'est pas fan, on n'est pas trop fan. Personne n'est fan, hein. Globalement, même les fans des Kings, Ils ont ils sont pas tiré qu'un fans. mec plus vieux que Bagley qui a été drafté. Ah, mais c'est incroyable, c'est terrible. Dernière Mais rumeur, celle de Dinwiddie. C'est peut-être la dernière dont on va parler. celle-là, Celle-là, elle est incroyable. Ça, c'est. celle-là, elle est Apparemment, folle. OKC aurait été intéressé. C'était en sign and trade ou c'était juste le signer? Je crois que c'était signé. C'est pour le signer et pour en Elle faire est juste folle. une valeur à échanger quelque part autre. Mais c'est genre juste. Mais genre lui foutre la Mais blinde, hein. c'est. C'est Mais même c'est. pas genre le payer, c'est- c'est lui foutre la blinde. Mais c'est juste. Et en fait, la news est ressortie, et ça a été dit poliment, le corps de Spencer Dinwiddie a paru ne pas être très intéressé. Celle-là, elle est incroyable. Elle est Prestige folle. est en mode, vas-y, je te paye, mais par contre, tu vas jamais jouer chez nous. Mais c'est sûr. Celle-là, elle Ça, est c'est folle, lunaire. elle est C'est lunaire. Vous incroyable. voyez enfin, si ça c'est vrai, il n'y a aucune limite de ce qui se fait en NBA en fait. C'est vraiment. C'est surtout, ça montre que on va être chiant sur les restricted cet Ouais, été. ouais. Et potentiellement repartir avec un. Franchement, je le dis, hein, moi puisqu'on parle de pivot, je suis totalement prêt à faire chier les Cavs avec Jarrett Allen. Et ça me dérangerait pas de repartir Non, avec faut Jarrett le Allen. faire. Ouais, de ouf. Je suis d'accord avec toi. S'il y en a Parce un qu'on qui fait parle chier, de. c'est bien lui. Parce que là. Oui. On parle de peut-être un petit point salarial pour ceux qui ne savent pas. OKC est au-dessus du cap actuellement. Pourquoi OKC est au-dessus du cap? Parce qu'on a 54 millions de trade exception. Que du coup, bon, c'est un peu le trade exception, enfin les trade exceptions sont comprises dans ton salary cap, donc forcément tu te retrouves au-dessus. Par contre, si tu renonces à tes trade exceptions, ce qui est possible parce qu'elles expirent dans quelques Bah, mois, je pense qu'au mieux de puisque payer, ils vont le faire. Si jamais ils ne sont pas utilisés, tu vois. oui, mais en fait, faut renoncer au trade exception avant de pouvoir signer un gars. Mm. Donc, il y a une vraie question qui se pose. Ouais. Si on renonce au trade exception, on a 31 millions de salary cap disponibles, sachant que si tu inclus les rookies, tu dois avoir déjà 11-12 joueurs sous contrat, je pense, Ouais, pas mal. en rajoutant Mm. Derek Favors. Donc, tu vois, t'as le cap pour aller faire. Et t'as peu d'équipes qui ont du cap en plus. T'as les Knicks qui ont beaucoup de cap, t'as les Spurs qui, à mon avis, vont avoir beaucoup de cap Les aussi. Pélicans, non? Les Pélicans qui ont aussi beaucoup de cap, mais ça j'en parlais, les Pélicans, ils ont récupéré du cap avec le trade d'Eric Bledsoe et de Steven Adams. Mais pour moi, les Pélicans, c'est une alternative potentielle au cas où, dans le cas où Kyle Lowry signe à Philly. Et du coup, tu leur fais bonjour, vous voulez Kemba Walker en Ouais. fait, puisque vous avez aucun meneur et vous avez perdu Lonzo Ball et vous avez pas réussi à signer Kyle Lowry. Mais donc ouais, potentiellement, tu vois, aller faire chier les Cavs, même les Raptors qui ont l'air d'être intéressés, leur faire, bah en fait, Jarrett Allen, on lui propose genre 85 sur 3. Du coup, allez-y, hein, alignez-vous. Mm. Tu vois, quitte, franchement, le salary cap, on s'en fout pour les prochaines années, on s'en fout. Vraiment, pour les 2 prochaines années, on s'en fout du salary cap, très honnêtement, parce qu'on va signer personne et que la plupart de tes joueurs sont sous contrat rookie. Donc voilà, tu fais une 85 sur 3 à Jarrett Allen, avec la 3e année qui est en team option. Comme ça, sur les 2 années qui suivent, là, qui seront pour moi 2 années de reconstruction, tu le payes un peu cher. Et après, quand tu commenceras à redevenir un peu plus sérieux, tu pourras revenir à la table des discussions. Mais ouais, tu vas faire chier ces équipes, comme a fait les Nets, comme ont fait les Nets à l'époque où ils étaient en reconstruction. Ils venaient faire chier des équipes qui étaient dans un problème de salary cap. Et au pire, bah, ils mettaient les autres équipes dans la merde au niveau finance. Au mieux, ils repartaient avec le joueur qu'ils voulaient, quitte à le payer un peu plus cher. Donc voilà. Non, non, ça, je suis d'accord, je suis d'accord. Ça, c'est des choses à faire. Et après, avoir quel joueur, effectivement, pas le faire sur n'importe qui. Il y a des joueurs qu'on aime plus ou moins bien. Mais sur un Allen, par exemple, ouais, vas-y, c'est un pivot en devenir qui a déjà bien prouvé, très intéressant. Tentez-le. Tentez-le plutôt que de surpayer des mecs moyens que je n'aime moins, qu'on aime moins, qui sont moins intéressants, qui ont moins de potentiel.
Oui, mais alors attention, dans le chat, là, deux, trois réactions. Si Luka ou Karl Anthony Towns demande un trade, en fait, le cap, c'est juste une histoire d'équilibrer les salaires hein, au bout d'un moment. Donc voilà. Et puis, si Luka Doncic demande son trade Ça va dans pas un pour an, aller au pour le coup, ce sera pas pour aller à OKC non Ça c'est plus. sûr. Les Nets avec Allen Crabbe, c'est exactement l'exemple Mm. que j'avais en tête. Les Pets, ils iront jamais chercher Kemba, ils ont rien envoyé en termes de salaire. Oui, mais Valentin, ils ont libéré du cap pour signer Kyle Lowry. Au bout d'un moment, c'est qu'ils ont de l'argent disponible. Donc, s'ils ont du... Kyle Lowry, il va pas venir pour 18 millions la saison. Hein. Kyle Lowry, les demandes qu'il fait à Toronto, c'est du 90 sur 3, donc c'est 30 millions la saison, ce qui est grosso modo le salaire de Kemba Walker. Je ne te dis pas qu'ils vont partir du côté, que Kemba Walker va partir du côté des Pels. C'est juste que si tu es New Orleans et que tu as Kyle Lowry qui te file entre les mains et que tu as Lonzo Ball qui part du côté de Chicago, bah, ils vont pas signer, si, ils peuvent signer Goran Dragic, mais s'ils ont aucun meneur à la suite de la free agency, il y a bien un moment où il va falloir t'intéresser à un moyen de les récupérer via trade. Et Kemba Walker, ça peut être potentiellement un joueur qui, tout critiqué qu'il est, peut quand même leur faire pas mal de bien. Complètement. Complètement. Oui, on a vu que Trash Talk avait parlé de Mark Cannon, on en a parlé il y a 10 minutes, pendant bien 5-10 minutes aussi, donc on va pas répéter tout ce qu'on a dit. Sur ce, messieurs, dames, ce fut un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau live après celui de la draft. On était plus de 50 presque tout le long, donc je vous remercie encore une fois de tous d'être présents, de l'activité dans le chat, on est de plus en plus nombreux, c'est vraiment cool à chaque fois de voir que la communauté s'agrandit, de voir que tout le monde est de plus en plus actif. C'est une période assez cool à suivre aussi, cette période de trade, de draft, de free agency bientôt aussi. Il y aura la Summer League en plus pour étayer ça, donc ça va être super bien. On se retrouve très rapidement pour un prochain épisode, normalement la semaine prochaine, si tout se passe bien. En attendant, abonnez-vous partout, YouTube pour voir les replays en format audio partout, notre compte Twitter, et on vous remercie encore une fois, notamment de la présence à la draft. Je vais le redire encore, mais là c'était vraiment hyper cool de le monde qu'il y avait. Voilà, à bientôt pour la Summer League. Non, est-ce que ça aura commencé? Ça commencera juste la semaine prochaine. Ouais. Donc on aura l'occasion de reparler de pas mal de choses, on va voir ce qui se passe d'ici là. Ne croyez pas toutes les rumeurs non plus. Surtout du côté de Kessie, si la draft vous a pas suivi. Voilà. Et à bientôt, bonne soirée. Salut.